Alors des vidéos flush, j'en ai fait vraiment pas mal, avec à chaque fois plein de codex. Moi ce que j'aime bien à chaque fois c'est voir l'évolution entre les codex. Et bien là pour une fois, peut-être pour une des seules fois pour toutes les années d'existence de la chaîne, on va faire un nouveau codex avec une nouvelle faction. Donc ça veut dire que 100% de ce qu'il y a dans ce bouquin va être neuf. Et je vous l'ai dit, hein, moi j'aime bien quand ça évolue le fluff. Donc là, eh bien, on part de rien, si ce n'est ce que c'était les squats il y a super longtemps. Moi les squats, toute ma vie de joueur, j'ai entendu parler des squats en mode redonnez-nous l'armée des squats, bring back the squats. Il y avait des piliers comme ça fondamentaux où les joueurs râlaient en disant on veut le retour des squats, on veut les sœurs de bataille plastique, on veut le Thunder Hawk plastique. Alors les sœurs de bataille plastique c'est réglé, le Thunder Hawk plastique c'est plus ou moins réglé avec une petite entourloupe en passant par Aeronautica Imperialis. Et là enfin, on a le retour des squats. Alors, ils s'appellent pas squats, mais vous allez voir que leur nom déjà est assez évolué. Alors, je vous le dis tout de suite, ce ne s'appelle pas des squats, ce ne s'appelle pas non plus des kin, parce que nous, en France, on n'a pas droit au kin, on va avoir droit au kogna, konya ou kona. Alors, j'avoue que je ne sais pas trop comment ça se prononce, moi je pense que je vais dire konya, ça s'écrit C-O-G-N-A-T, les konya, voilà, c'est comme ça que je vais les prononcer. On est parti pour 100% de nouveautés, on y va! Alors bien sûr, si je peux vous faire cette review, c'est grâce à Games Workshop. Merci énormément Games Workshop de m'avoir envoyé ce codex en avant. Alors, on va le feuilleter. Je vais m'occuper uniquement de la partie fluff, de la partie lore, de la partie histoire. Donc l'introduction. Alors déjà, si vous voulez gagner du temps sur cette vidéo, vous imaginez ce que ça pourrait être des nains de l'espace avec l'alcool, les forges, le côté rancunier. Et ça y est, vous avez 80% de l'imagerie qui est présente. Alors, on peut se dire, ouais, c'est dommage, ils vont pas chercher bien loin, ils réinventent pas l'eau tiède, en effet, mais je pense que c'est une facilité scénaristique aussi bien pour eux que pour nous en fait, pour transmettre une information. C'est beaucoup plus simple de faire des parallèles. Et si vous dites ouais les nains de l'espace, vous avez déjà votre cerveau qui va imaginer certaines notions, certaines idées, certains préceptes. Et en fait eux ils s'appuient là-dessus. C'est beaucoup plus simple plutôt que de partir de zéro, de tout décrire. Donc voilà, c'est pour ça. Et puis je pense aussi qu'ils veulent faire plaisir aux anciens joueurs qui voulaient des squats ou même à ceux qui ne les ont jamais connus et qui voudraient quand même avoir le retour un petit peu comme ça des squats. Alors cette illustration, moi, je la trouve assez amusante parce que on a différents éléments comme ça qui sont présentés. Donc on voit qu'ils peuvent se battre et contre les tyrannides et contre les orques. Voilà, on a cette image-là qui est là pour vous rappeler qu'à l'origine c'était les squats. On reconnaît leur casque, ça ressemble vraiment à la figurine. Maintenant ça a évolué. Vous voyez, on est sur quelque chose de totalement différent. J'avoue que l'image qui m'interpelle le plus, c'est celle-ci en fait. Je vois pas vraiment qu'est-ce qu'il a au-dessus de la tête comme ça. Donc si vous avez des informations, parce que ça a l'air d'être une sorte de pilote, voilà. Alors peut-être que c'est un des, mais encore même pas, parce qu'en fait, vous voyez, on a l'impression qu'il est en train de manier, comme s'il était dans une sorte de méca. Donc si vous avez des supputations là-dessus, parce que je pense pas qu'il y ait une réalité pour l'instant, eh bien n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Alors tout d'abord, on va regarder leurs particularités physiques un peu. Donc déjà, on vous dit que ce sont tous des clones. Déjà, ça c'est la première chose qui est importante. Donc ce ne sont pas tous des clones identiques, parce que c'est vrai que quand on dit clone, on a l'impression, on pense tout de suite à Star Wars, à la guerre des clones avec le même personnage plein de fois. Non, là simplement en fait, il y a une banque génétique et dans cette banque génétique, eh bien, on va les piocher pour faire des Konya, tous alors différents les uns des autres, mais sur un même modèle. Alors, ce que je ne sais pas, c'est est-ce que on va vraiment faire un menu, c'est-à-dire qu'on va dire tiens, on va prendre cette intelligence-là, ce physique-là, cette barbe-là, et les mettre dans un Konya, ou alors on a des modèles et on va dire on va faire le modèle 12823, hop, on va faire encore une fois le modèle 12823 4-5 fois, etc. J'avoue que j'ai pas réussi à savoir exactement. Je pense plutôt qu'il y a une sorte de grande banque génétique avec des milliards, on va imaginer, de combinaisons, et qu'à chaque fois, eh bien, alors ce qui va créer en fait, c'est les clones, c'est les creusets. Les creusets, c'est vraiment l'appareillage, on va dire la pouponnerie génétique galactique pour les Konya, on va les appeler les Konya. C'est vrai que moi je suis habitué à les appeler les kin à un moment donné, donc là c'est les Konya.
Je pense que c'est ça. Je pense que à un moment donné, il y a une sélection qui est faite dans une base de données en fonction de certains attributs. On va les prendre. Et puis, je ne pense pas qu'il y ait des excellences. En fait, on peut imaginer que l'intérêt d'avoir une banque génétique et de pouvoir choisir, en fait, c'est bien évidemment de sélectionner les individus qui vont être le plus aptes. On va prendre celui qui a les plus gros biceps pour aller faire le combat ou alors pour aller miner, etc. L'idée, c'est que, étant donné qu'ils sont quand même tous plus ou moins différents et que c'est pas justement la guerre des clones, c'est que ils sont pas encore arrivés au bout de cette maîtrise génétique. Parce que si c'était le cas, donc là je pars déjà dans la situation, mais je vais me faire plaisir sur ce codex-là, je peux vous le dire. Ils sont pas arrivés déjà au summum de l'évolution. C'est pas comme on pourrait imaginer peut-être les tyrannides, où les tyrannides, ils vont avoir le summum de ce qu'ils peuvent faire sur une espèce donnée, pour une tâche donnée, et puis ils vont la produire en masse. Là, en fait, il y a une banque génétique très grande. Ils vont dire, tiens, je veux un scientifique, par exemple, donc je vais aller prendre ceux qui ont le plus l'esprit justement d'invention, etc. Mais ils vont pas faire le même. C'est pas exactement le même. C'est-à-dire qu'au sein d'une bande de guerriers, par exemple, on va pas avoir le même. Ça veut dire qu'il n'y a pas une seule expression génétique qui est l'idéal. Donc voilà. Donc après, au niveau du nombre, eh bien, on vous dit que ils sont moins nombreux que l'humanité et les orques, hein, voilà, et ils sont par contre plus nombreux que les Tau et les Eldari. Donc, pour vous donner comme ça l'image de la faction, donc c'est vrai que c'est une faction où vous pouvez vous dire d'où ils sortent. Ça, on va y répondre. Ça, je pense que c'est une question que tout le monde se pose. Pourquoi on n'en a pas entendu parler pendant alors c'est des millénaires à l'échelle de Warhammer 40 000, mais pour nous c'est depuis une quinzaine d'années. Comment ça se fait qu'il n'y a pas eu de rencontre avec les squats? C'est expliqué un petit peu, donc on va pouvoir y revenir un peu plus loin. En tout cas, on vous pose quand même les faits. On vous dit, ils sont plus nombreux que les Tau, ils sont plus nombreux que les Eldari, donc c'est-à-dire que si vous avez votre codex Tau et que vous dites, oh, attendez, c'est quoi cette petite race qui vient d'arriver, le joueur, le futur joueur Ligue Votan, il va pouvoir dire, attends mon gars, t'es gentil avec ta petite race, mais nous on est beaucoup plus que toi. Ensuite, une des grosses particularités de cette faction, de cette race, de ce groupe d'individus, c'est qu'ils sont, j'allais dire alliés, mais ils sont pas alliés. Enfin, si, c'est assez étonnant, mais en fait, il y a des cognas de fer, donc c'est-à-dire c'est des machines pensantes, des IA, qui sont intégrées à leur culture, mais ce n'est pas comme avec les Tau, où les Tau vont créer des IA pour, eh bien, les servir, en fait, faire des tâches spécifiques. Là, en fait, alors il faudrait que je vous présente un peu d'abord le Votan, mais on va revenir un petit peu là-dessus. Le Votan, très vite fait, c'est l'intelligence, une sorte de super IA qui dirige plus ou moins, mais il n'y a pas cette notion d'hiérarchie qui va aider, en fait, c'est vraiment plus ce mot-là, qui va aider en fait j'allais dire les kin, j'allais dire les squats, j'allais dire les cognas à évoluer, à avancer, à faire les bons choix. Et en fait, les Votan vont créer aussi bien des individus biologiques que des individus électroniques de fer, des intelligences artificielles qui sont les cognas de fer. Et ces cognas de fer, la particularité, c'est que ils ont autant de droits, autant de devoirs et la même place. Ça qui est important, c'est vraiment la même place que les individus biologiques. Donc on a vraiment une société où, eh bien, on va créer des individus, parce que c'est ça, on crée des individus et indépendamment, ils peuvent être soit biologiques, soit artificiels avec l'intelligence artificielle, mais ils ont exactement le même respect. Et ça, c'est assez intéressant et c'est assez novateur dans ce monde de Warhammer 40 000 où les IA, ça a toujours été présenté comme étant vraiment dangereux. Alors après, bien sûr, dans ce qui est les particularités physiques, ils sont plus petits que les humains. Enfin, vous pensez à un nain, vous avez déjà tout. Donc, ils vont être plus ou moins barbus. Les femmes n'ont pas de barbe a priori. En tout cas, ce n'est pas présenté comme ça. Tiens, d'ailleurs, ça me permet de rebondir. J'avoue que je m'interroge sur le fait de la nécessité d'avoir une divergence sexuelle. Quel est l'intérêt d'avoir des mâles et des femelles s'il n'y a pas procréation et si tous les individus sont créés génétiquement par les creusets? Je ne sais pas pourquoi il y a ce besoin-là. C'est assez étonnant en fait. Je pense que je pense qu'on est un petit peu le cul entre deux chaises où voilà, il faut bien des hommes et des femmes parce que voilà, c'est comme ça que nous, êtres humains, on comprend les choses. Et après on va dire oui, mais on est dans l'évolution. Regardez, peu importe en fait le genre, parce que même une machine, ça peut remplir tout à fait les rôles des cognas. Donc j'avoue que le fait de garder ça, je pense que c'est juste pour pas faire de sexisme. Hein. Mais typiquement, moi tel que je vois les choses, c'est que je pense que si vraiment on se passe de la sexualité, eh bien on va se passer de la différenciation mâle-femelle et qu'on devrait avoir une espèce qui serait asexuée, tout simplement. Des clones asexués.
Voilà. Et puis, on peut se poser aussi la question de, du coup, est-ce qu'ils ont une vie sexuelle ou pas, étant donné qu'il n'y a pas procréation, est-ce qu'ils sont tous castrés chimiquement? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est Games Workshop, on n'en a aucune information là-dessus, donc je vous laisse bien divaguer et imaginer. Tout en sachant que ce qui est certain, c'est qu'il n'y a pas de création de cognats, relations sexuées qui vont donner des cognats. Donc, voilà, donc je ne sais pas, on ne peut que imaginer et supputer. Alors, avec ce nouveau codex, il y a tout un tas de nouveaux termes qui vont être en application dans tout un nouveau vocabulaire. Donc, on a les cognations, c'est comme ça que j'aimais bien le dire. Pourquoi? Parce que ça me faisait passer aussi au cog. Ah oui, je vous le dis, tous ceux qui ont joué à AT43, vous dites, attends, c'est des clones, attends, il s'appelle cog. Ça me rappelle quelque chose, ouais, ça rappelle fortement quelque chose. Après, il faut se dire aussi que peut-être que dans les créateurs, il y a aussi des gens qui ont connu la T43 et que ça peut être peut-être un petit hommage, je ne sais pas. Ou alors peut-être que la racine étymologique de cog veut dire peut-être clone. Je ne sais pas, je n'ai pas été vérifié. Allez-y, faites le travail aussi. Allez regarder, puis vous me le dites en commentaire s'il y a cette signification. Mais en tout cas, on a voilà les cogs, enfin les cognats, pardon. Et puis alors j'ai envie de dire cognations, mais les cognations. Les cognations, c'est les regroupements de familles. Donc vous avez la cognation, c'est tous les individus qui sont issus du même creuset. Le creuset, c'est la machine biologique qui va créer en fait la ruche, plus ou moins on peut imaginer comme ça, une sorte de ruche. Donc si vous êtes issus du même creuset, c'est-à-dire de la même banque génétique, et attention parce que ces banques génétiques en fait n'ont pas l'air, c'est pas clairement dit, mais c'est ce que j'ai relu plusieurs fois le codex, c'est ce que moi je ressens, c'est que une cognation, c'est des individus qui viennent du même creuset, donc c'est-à-dire qui partagent des affiliations génétiques. Et comme il y a des distinctions, je pense que d'un creuset à l'autre, on va pas utiliser les mêmes banques génétiques. Donc c'est-à-dire que c'est des individus qui vont être assez différents. Après, les cognations, elles ont ce qu'on appelle une tenance. La tenance, je pense que le synonyme le plus compréhensible, c'est territoire. Ça peut être une flotte spatiale, ça peut être une planète, un système solaire, un ensemble de systèmes solaires, mais c'est la maisonnée, on va dire, des cognats d'une cognation. Donc c'est-à-dire que vous avez les cognats à l'individu de base, la cognation qui est la famille génétique dans laquelle ils vivent, vous avez la tenance qui sont les territoires. Donc les tenances, c'est vraiment très diversifié, mais c'est leur patrie, plus ou moins dire. Et après, vous avez, alors il y a d'autres choses encore, mais il y a les ligues de Votann. Pourquoi? Parce qu'une ligue, c'est un regroupement de cognations qui vont partager un esprit commun, des traits communs, mais pas des traits génétiques forcément communs, si ce n'est que une ligue, c'est un rassemblement de cognations, d'accord? Le plus grand ensemble que vous allez avoir, c'est la race, donc c'est la race des cognats, donc les ligues de Votann. Chaque ligue de Votann, c'est un ensemble de cognations, et les cognations, c'est un ensemble d'une famille génétique qui partage une même tenance. J'ai vraiment l'impression de faire un cours d'histoire, mais je me rappelle tous mes profs d'histoire qui étaient là à essayer d'expliquer les choses, et moi j'étais là en mode oui. Si je vous disais les notes que j'avais en histoire, je pense pas que un jour je me serais retrouvé à vous apprendre des choses historiques. Alors pour rebondir sur les ligues, elles sont définies déjà par des attraits communs, et aussi surtout parce qu'elles partagent un Votann. Le Votann, c'est l'intelligence artificielle. Alors qu'est-ce que c'est? Dans l'historique, en fait, pour vous donner un petit peu ce qui s'est passé, à un moment donné sur la Terre, avant que ce soit la Terra impériale, eh bien, il y a des flottes qui sont parties pour explorer la galaxie, et dans ces grands vaisseaux, ça s'appelait les flottes au long cours. Donc c'est des flottes qui avaient pour charge de plus jamais revenir, en fait, de pas forcément avoir de voyage retour. Le but, c'était de répandre l'humanité, d'aller miner des ressources. On ne sait pas trop. Eux-mêmes ne savent pas exactement ce qui s'est passé, mais en tout cas, on dit simplement qu'à un moment donné, eh bien, il y avait ce besoin pour ne pas périr avec des périls de chair ou de métal. Donc on peut imaginer peut-être une rébellion génétique ou alors une rébellion sur l'intelligence artificielle, et les deux choses ont existé dans l'histoire de Warhammer 40 000. Donc peut-être qu'à ces moments-là, justement, ces flottes ont été envoyées, et c'était des flottes avec des vaisseaux qui allaient générer leur population. Ces flottes-là, au sein d'elles, il y avait des intelligences artificielles extrêmement puissantes, extrêmement développées, qui sont les Votann. Enfin, maintenant ça s'appelle Votann, à l'époque ça s'appelait pas des Votann. Eux-mêmes en fait ne savent pas exactement quelle est la source de leurs ancêtres. En fait, il y a plusieurs hypothèses. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils disent que les cognats, eux, par rapport à l'humanité, vont pas s'empêtrer de croyances. C'est-à-dire que si à un moment donné ils ne savent pas comment expliquer quelque chose, ils vont dire ok,
On ne sait pas comment ça s'explique, on va admettre qu'on ne sait pas et on va passer à autre chose. Parce qu'on va pas se prendre la tête et se chamailler entre nous juste parce que certains pensent que ça pourrait être ça et d'autres que pensent que ça pourrait être ça. Et il y a cette notion de... on va pas se prendre la tête avec des détails qu'on ne peut pas expliquer, on va essayer d'être productif. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important et qui est le trait majeur de cette faction, de cette race, on peut dire, même s'il y a un patrimoine génétique commun avec l'humanité. À la base, ce sont des humains qui ont été génétiquement modifiés et qui après ont été créés au fil des générations pour remplir certaines tâches. Mais on partage un patrimoine commun. Donc les Votann, on va dire que ce sont les super ordinateurs qui sont là pour aider et pas diriger. C'est cette notion-là aussi qui est importante, même si ça s'appelle les ligues de Votann. Les Konya, eh bien, révèrent et puis donnent beaucoup, énormément. C'est la chose la plus importante pour eux. Ce sont leurs Votann, donc leur téléphone portable, hein, on va dire. Non, j'exagère, mais ça m'a fait marrer. Du coup, ils vont donner vraiment beaucoup plus d'importance à ça qu'à toute autre chose. Peu importe le territoire, peu importe eh bien leur propre vie, peu importe ce qu'ils ont pu gagner, peu importe même leur famille. Après, comme il n'y a pas justement cette notion de j'ai mes enfants, je vais privilégier ma famille, c'est quelque chose qui est assez intéressant parce que forcément leur famille ça va être leurs frères d'armes et toute la nation dans laquelle ils sont en fait. C'est vrai que si on était tous frères et sœurs, sans doute qu'il y aurait un tout petit peu moins de guerre, même si bon voilà, donc le principe étant que les ordinateurs, les Votann, eux, en fait, sont là pour guider, aider, mais pas diriger. C'est pas eux qui vont dire on va faire ça, on va faire ci, il faut aller là-bas, etc. Ils vont simplement donner des suggestions et ils vont en débattre, mais bon, la plupart du temps, comme tout est fait dans un même but, hein, ils vont la plupart du temps se plier à ce que demandent les Votann, mais il y a vraiment pas cette notion de hiérarchie. Hein, c'est vraiment, ils sont là pour les aider et ils savent que c'est essentiel à leur survie et c'est pour ça qu'ils vont tout faire pour les protéger. Après, ce qui se passe, c'est qu'on est dans Warhammer 40 000, les choses ne peuvent pas bien se passer et que depuis le temps que les Votann existent, eh bien, ils se dégradent en fait. On va y revenir un peu parce que là, je suis toujours à la première page et je vous ai déjà dit tellement de choses, donc je vais y revenir un petit peu, mais c'était vraiment pour faire la présentation un peu générique comme ça. Donc, on reprend les Konya, ce sont la race. Il y a les Konya de fer qui sont les versions mécaniques, intelligence artificielle des Konya, mais qui ont la même appartenance. S'ils ont été faits au même endroit, donc dans le même creuset, ça va être une cognation. Cette cognation, elle a une tenance. Cette tenance, c'est un ensemble de territoires. Et cette tenance et cette cognation, elle va appartenir à une ligue. Donc toutes ces cognations ensemble forment une ligue. Et cette ligue, elle a en son sein un ou plusieurs Votann, qui sont les organes vraiment un peu pensants, dirigeants. J'ai pas vraiment de mots parce que ça n'existe pas chez nous, mais qui sont vraiment les banques de données, la connaissance. Parce que la connaissance, c'est le meilleur mot. Qui sont la connaissance qui vont créer vraiment une unification au sein des différentes cognations pour former une ligue. Et au cas où j'oublie, donc ouais, le côté un peu négatif, c'est que plus le temps passe, plus les Votann se dégradent. Et en fait, comme un ordinateur, c'est comme votre ordinateur hein, que vous avez à la maison, il était super quand vous l'avez acheté, puis à force de mettre des informations dedans, de reformater, d'effacer, etc., eh bien, il y a des informations qui se cumulent, il y a des choses comme ça qui se dégradent, et au final, les Votann, c'est ça, ils n'ont pas été prévus, c'est dit, hein, ils n'ont pas été prévus pour fonctionner aussi longtemps, ni pour répondre à des questions existentielles, en fait, que peuvent se poser les Konya. Donc, il y a vraiment cette notion de ça se dégrade, ça essaye d'évoluer, ça fait de son mieux, mais forcément au bout d'un moment faut changer de version ou faut les recréer et ils n'ont pas la capacité de recréer les Votann. Alors il y a pas de notion de est-ce qu'ils sont en train d'essayer de lutter contre cette dégénérescence. J'ai pas l'impression. Ça peut être assez intéressant, c'est que il y a aucun moment où il y a cette notion de on cherche à lutter contre la dégénérescence des Votann. Enfin, ils le savent qu'ils dégénèrent, mais il n'y a pas, j'ai pas vu ce côté-là. Il n'est pas très présent. Ils continuent à essayer d'amasser des informations pour les donner aux Votann, parce que c'est ça l'importance. Mais ils cherchent pas forcément à les réparer. Donc ça, c'est voilà quelque chose qui sera sans doute développé plus tard. Alors je change de page, hein, ça va vous varier un petit peu les choses. Mais on va aller un peu plus vite, mais c'est vrai qu'il y a toute une phase d'amorce pour vraiment poser le cadre, hein, attendez qu'on n'a pas l'habitude. Hein. Si je reprenais les Space Marines avaient tellement l'habitude qu'on sort un codex, bon voilà, vous savez, vous connaissez, tac tac. Là, la fraîcheur fait que du coup, il y a beaucoup d'informations et c'est vraiment super sympa. Alors, pourquoi on n'a pas vu les Konya ou les squats depuis la V2 de Warhammer 40 000? Où est-ce qu'ils étaient en fait?
fait. Est-ce qu'ils ont disparu? Il y avait eu une explication à un moment donné où les squats ont disparu parce qu'ils se sont fait manger par les tyrannides. Alors c'est en partie vrai et ça a été repris un petit peu dans le codex, j'aime bien ce petit clin d'œil. Donc oui, il y a une D-League qui a disparu parce qu'elle a été absorbée par une flotte ruche tyrannide. Maintenant, la vérité première, c'est que les Konya vivent dans le noyau galactique. Alors qu'est-ce que c'est que le noyau galactique? Ça c'est de la physique classique. Vous avez notre galaxie qui est en train de... voilà. Et au centre de cette galaxie, il y a ce qu'on appelle le noyau galactique. Et ce noyau galactique est très dense, densément peuplé en étoiles et beaucoup de radiation, ce qui fait que ce qu'on imagine, hein, mais bon, c'est ce qui va être dit là, c'est qu'il y a tellement de radiation que la vie y est presque impossible, très difficile, et c'est pour ça que personne n'y va. C'est un territoire dangereux. Alors après, faut imaginer, hein, faut se projeter hein, quand même. C'est là on imagine comme si on était en train de marcher sur des chardons ardents, et puis oh, vous rentrez dans une forêt dense. On est quand même en train de parler d'une galaxie, donc avec des distances colossales. Bon, voilà, on imagine, on se projette, et donc c'est une zone où les autres races ne vont pas parce que c'est trop difficile d'y vivre. C'est une zone où il y a beaucoup de singularités, donc des trous noirs, des pulsars, des quasars, tout ce que vous pouvez imaginer qui rendent en fait les choses difficiles. Donc en général, ils n'y vont pas, personne n'y va. Les Konya, eux, ont une physiologie tout à fait qui est adaptée, qui est faite pour vivre dans cet endroit. Donc c'est pour ça qu'ils ont été envoyés là-bas, c'est pour ça que ce sont justement les clones. On peut imaginer aussi, voilà, je vais un petit peu plus loin, mais que comme il y a beaucoup de radiation, eh bien il y a une sorte de dégénérescence sexuelle et que la reproduction ne serait pas possible et qu'il y aurait une dégénérescence des Konya s'ils étaient faits s'ils étaient faits de façon classique avec la génétique telle qu'on la connaît nous. Et l'intérêt justement, c'est en partant à chaque fois d'une nouvelle base, d'une base identique, eh bien il n'y a pas d'erreur de reproduction, et ce qui fait que c'est pour ça que ce sont une race de clones, et c'est pour ça aussi qu'ils peuvent si bien survivre dans cette zone-là. Donc les Konya en fait, eux, eh bien, se sont répandus dans cette zone-là, ont créé tout un tas de mondes, de conquêtes, et ils étaient relativement tranquilles, parce qu'il n'y avait pas de prédateurs, il n'y avait pas d'autres vies. La seule chose qui était, les seuls dangers qui les guettaient, c'était les dangers genre cosmiques, donc les radiations, les pulsars, les trous noirs. Mais une des particularités dont j'ai pas encore parlé, c'est qu'ils sont très évolués en termes de technologie, bien plus évolués que les humains, et qu'on peut même les comparer. Alors, j'ai pas eu de comparatif, donc je ne saurais pas le dire, mais je pense qu'on est sur quelque chose qui est assez équivalent au Nécron. Il y a pas de notion de dimension avec les espaces dimensionnels. Vous savez, les Nécrons, ils ont des dimensions de poche, par exemple. C'est-à-dire que de leur poche, hop, ils sortent un petit truc, ils appuient, et en fait, il y a 15 monolithes qui apparaissent parce qu'ils ont ce qui s'appelle des dimensions de poche. Il n'y a pas cette notion de contrôle des dimensions. Par contre, il y a, ils ont la faculté, je reviendrai peut-être un petit peu tout à l'heure, mais bon, c'est pas grave, j'en parle maintenant. Ils ont cette faculté d'utiliser les ressources galactiques, c'est-à-dire qu'ils peuvent miner, alors miner c'est au sens large, hein, c'est-à-dire récupérer des ressources sur des étoiles, des trous noirs, sur des pulsars, et qui peuvent en fait comme ça manger des étoiles. Alors je ne pense pas que, a priori l'humanité elle n'a pas cette compétence-là, c'est-à-dire de pomper directement l'énergie des étoiles, pomper directement l'énergie d'une planète. Alors l'humanité peut détruire une planète, je pense qu'on peut aller jusqu'à la détruire complètement, parce que les exterminatus souvent c'est une destruction en surface ou biologique. Voilà, la faire complètement disparaître. Après, oui, il y a le Planet Killer, donc des choses comme ça, mais voilà. Eux, j'allais dire les nains, les Konya, eux, ils peuvent vraiment miner des particularités cosmiques, des pulsars, des quasars, des trous noirs, etc. et récupérer cette énergie comme ça. Et de fait, je pense que cette technologie-là est similaire à ce qu'ont les Nécrons, parce que les Nécrons, en fait, on vous a toujours décrit ça comme étant une race qui peut plier l'univers à ses besoins. Donc des sphères de Dyson, vous savez, c'est tout ce qui, c'est des coques en fait qu'entourent en fait des soleils pour récupérer leur énergie, utiliser l'énergie des étoiles, etc. Donc je ne sais pas. Il y a seulement un endroit où on dit, et c'est dans un tout petit paragraphe, mais j'ai essayé de lire toutes les petites histoires parce que des fois il y a des petites paillettes croustillantes. Il y a juste un endroit où on dit l'espace coule dans nos veines. C'est une des phrases qu'on entend souvent. C'est une des maximes des Konya. Et en fait, ça veut dire que pour eux, ils sont la race la plus apte au combat spatial, la plus apte à vivre dans l'espace, et donc la plus apte à utiliser les ressources de la galaxie, les ressources primaires fondamentales de la nature. Et
ça sous-entend aussi que en termes de combats spatiaux, c'est eux qui ont les plus, enfin les vaisseaux les plus puissants, donc plus de technologie que Leto, ça c'est certain. Les Necrons après. Je ne sais pas. C'est entre les deux. J'avoue que je ne saurais pas le dire. Après, tout ce qui est ancien, etc., on n'en parle pas. On n'a pas de sujet de comparaison. Plus que les Eldar, oui, je pense. Sachant qu'après les Eldar, ils ont un petit peu récupéré. Là, on pourrait faire un live rien que là-dessus. Qui sont les plus technologiques. À mon avis, je sais pas. Moi, je mettrais vraiment dans les meilleurs. Les Necrons. Avec peut-être les Konya, et j'avoue que je ne sais pas qui est le meilleur entre les deux. Donc on aura peut-être la réponse comme ça au fur et à mesure des choses, mais en tout cas là dans le codex, c'est sous-entendu que eux sont les plus grands maîtres de l'espace, donc je dirais peut-être un tout petit peu un cran au-dessus des Necrons. Bon, maintenant, ce sera sujet à interprétation parce que, étant donné que les Necrons, eux, luttaient avec les anciens à armes égales, au final, je me dis, bon, allez, peut-être que il y a quand même... Alors, peut-être que dans le minage, ils sont plus forts que les Necrons, mais après, peut-être que globalement, quand même, je mettrais les Necrons. Comment on peut changer d'avis, hein? Alors, étant donné que eux vivent majoritairement dans le noyau galactique et aucune autre espèce n'y va, ou très rarement, eh bien c'est pour ça qu'il n'y a pas eu d'interaction, étant donné qu'il y a déjà bien fort à faire à l'intérieur du noyau galactique. Ils n'ont pas forcément besoin d'aller à l'extérieur, et puis eux, ils font leur boulot, hein, leur minage à l'intérieur du noyau galactique, et puis bah voilà, ils sont pas franchement embêtés, ils n'ont pas besoin forcément d'aller ailleurs. Jusqu'à présent. Parce que ce qui a changé, vous le savez, on a dépassé la V8, il y a eu Gathering Storm, il y a eu l'ouverture de la cicatrice Maledictum. Alors, pour eux, en fait, ils voient pas ça comme une... on va revenir, parce que là, je vous dis, vous dites, tiens, comment ils sont avec le chaos, etc. Ouais, il y a un petit passage, on va y revenir. Mais eux, en tout cas, ils considèrent pas ça comme un événement unique, mais plutôt comme des turbulences indépendantes qui augmentent en intensité et qui créent des problèmes. Ce qui veut dire que forcément, eh bien, il y a des tenances, donc c'est-à-dire, vous voyez, des groupes qui sont, enfin, des territoires qui ont été aspirés dans le warp, qui se détruisent. Il y a même des choses qui sont... Je vais y revenir, mais ça va très loin dans ce qui se passe. Et forcément, ils sont obligés de partir un petit peu pour trouver d'autres territoires et quitte à sortir justement du noyau galactique. Et c'est là où on se retrouve avec un codex Ligue Votann et des interactions qui vont être de plus en plus grandes entre les Ligue Votann et toutes les autres espèces de Warhammer 40 000. Vous allez pouvoir faire vos bastons de Warhammer 40 000. Donc, petit passage intéressant que j'ai noté, c'est comment on a dénominationné les squats, les Konya depuis les débuts. Donc les humains et les taux les connaissent sous la dénomination erronée de Démurge. Et oui, parce que les Démurges, il y a de ça très longtemps dans Battlefleet Gothic, il y avait ces magnifiques vaisseaux Démurges et on disait ouais les Démurges c'est des mineurs galactiques. Est-ce que c'est les squats? Non, on sait pas les squats, c'est les Démurges. Et puis après, on sous-entendait quand même que si c'était peut-être quand même un petit peu les squats. Voilà. Donc là, en effet, 15 ans après, il y a la confirmation, les Démurges, ce sont les squats. Les Eldari les appellent les anciens Eliosi, tandis que d'autres peuples les appellent les Gnostari, les Gromes. Je pense que c'est pour faire gnome, mais en enlevant une lettre. Ou encore les Kriegs. Voilà. Donc dès que vous avez entendu parler de tout ça, on va regrouper ça sous la Ligue Votann. Ce sont les Kona, ce sont les Kin pour nos amis anglais. Donc du coup, en fait, je reviens là-dessus, mais... je trouve que c'est quelque chose qui est assez dérangeant qu'il y ait une dénomination aussi différente entre la France et le reste du monde. Alors, j'avoue que je me pose la question, comment ça va s'appeler en Allemagne? Comment ça va s'appeler au Japon? Comment ça va s'appeler en Espagne? Parce que nous, là, sur Warhammer Community, on se prend du kin. Là, du coup, c'est Konya. Et il n'y a aucun moment où j'ai vu le mot kin. Donc, comment on va appeler ça? Parce que Eldari, ça s'appelle Eldari, Tyrannide, ok. Là, nous on joue des Kona, eux ils jouent des Kin. Les Espagnols, ils vont jouer des, je sais pas, des Astonkin, un truc comme ça, je sais pas. Donc c'est peu, comment dire, ça facilite pas les choses, mais bon, voilà, on n'a pas le choix, on accepte. Je me dis aussi que il n'est pas impossible du tout que, comme on l'a déjà vécu dans Warhammer 40 000, à un moment donné, ils se disent, il faut que chaque nation, chaque pays ait sa propre nomenclature, et puis à un moment donné, non, en fait, on va simplifier les choses pour déposer les noms, que ça coûte moins cher, et on va revenir à une seule dénomination, donc des mots anglais. On avait les Swooping Hawk, par exemple, on avait d'abord les aigles chasseurs chez les Eldar,
hasard. Après, on a eu les Swooping Hawk. Après, on a eu les éperviers voltigeurs, formidables. Et là, voilà. Donc, j'avoue que je serais pas étonné que dans 4-5 ans, au final, on parle pas de Konya, on appelle ça des kin. On verra. Et pour terminer sur la nomenclature, les squats, ça existe encore. C'est le terme que va donner l'humanité pour, eh bien, les Konya qui sont sur, par exemple, Necromunda. Necromunda, on vous dit que c'est un lieu d'échange privilégié. On va vous dire aussi, je vais y revenir juste après. Ça va me faire la transition. On vous dit que je veux dire les kin, j'aurais pas dû en parler, mais ça fait des semaines que je parle kin, et là, Konya, donc Konya. Les Konya, en fait, sont aussi des mercenaires, et donc vont avoir des interactions, et quand l'humanité les rencontre, elle peut aussi imaginer, quand c'est juste un sous-groupe, que ce sont des abhumains. Donc les abhumains, vous savez, c'est des sortes de sous-espèces, telles que les ogrines, telles que, voilà, alors je sais pas comment ils s'appellent les petits snipers dans l'Astra Militarum. J'ai un trou là, bulle-moi en commentaire, j'arrive pas à chercher. Donc pour eux, ça s'appelle des squats. Voilà, donc le terme squat quand même n'a pas disparu du vocabulaire, c'est juste une façon de les nommer, et en particulier sur Necromunda. Alors, je vous disais qu'il y avait plusieurs aspects, et le côté mercenaire, c'est quelque chose qui est très important dans la culture des Konya, et je pense que c'est avec les Kroût, les deux factions qui sont le plus vouées justement au mercenariat. Les Kroût, vous savez, sont mercenaires, ils vont rejoindre d'autres factions pour lutter avec eux, en échange de, eh bien, dans leur contrat, je sais pas, de la nourriture, hein, ou des graines peut-être, hein, pour les Kroût, peut-être, des choses comme ça. Et les Konya, c'est pareil, c'est en échange de ressources minières, j'imagine. Je pense pas qu'il y ait de monnaie, mais c'est voilà, dans ces échanges de matières premières, ils vont aller combattre en tant que mercenaires. Tout en sachant que la philosophie des Konya est assez intéressante. Pour eux, en fait, on va pas dire qu'il y a une notion de ils sont gentils ou méchants, ils se fichent complètement de tout ce qui est extérieur, il n'y a pas de notion de bien, de mal, comme souvent dans Warhammer 40 000 ou comme souvent dans ce qui est assez adulte. Simplement, eux, ce qu'ils veulent, c'est acquérir. Alors, acquérir des connaissances, acquérir des ressources. Pourquoi? Pour nourrir le Votann. On peut imaginer que ce serait une sorte de ruche comme ça, où leur but ultime, c'est de faire progresser leur société. Ça, c'est important, c'est intéressant. Ça fait une grosse différence par rapport à l'humanité, où l'humanité, elle est sur un socle basé, et faut juste qu'on essaie de maintenir ce même niveau. On va surtout pas aller chercher à aller plus loin, alors que eux, c'est dans leur nature de toujours améliorer les choses, toujours aller plus loin, et donc récupérer des ressources plus rares pour faire des armes plus efficaces, des bâtiments plus résistants, etc. Et aussi aller chercher de l'information, parce que la connaissance, c'est le pouvoir, et c'est quelque chose qui est très 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 important. Je rebondis dessus parce que j'y pense maintenant. Ils vont cacher absolument l'existence des Votann à l'ensemble des espèces. Évidemment l'humanité, parce qu'ils savent que les intelligences artificielles sont prohibées dans l'Imperium, et que si l'Imperium venait à se douter que les Konya en fait sont déjà des descendants de l'humanité, ils voudraient assujettir en fait leur pouvoir, et assujettir justement les Konya en disant eh ben écoutez, si vous faites partie de l'humanité, hein, vous allez reconnaître le dieu empereur ou le culte Mechanicus avec enfin tout ce qui ça peut amener, voilà. Donc les Konya, eux, ils disent rien, donc voilà, on ne dit rien, qui ne dit mot, voilà, n'a pas trop de soucis, et puis surtout ils cachent en fait l'existence des intelligences artificielles, et les Konya de fer ont souvent le masque, et comme en fait ils se ressemblent trait pour trait, même les gens ne se rendent pas compte que c'est une intelligence artificielle auquel ils sont en train de parler. Puis comme ils parlent pas beaucoup, de toute façon il n'y a pas beaucoup d'interactions, vous l'imaginez, un Space Marine il va pas aller taper la discute avec les Konya mercenaires, voilà. Mais oui, les Space Marines luttent avec les Konya. C'est d'ailleurs l'exemple qu'on a le plus souvent dans le codex. Alors bien sûr, les Konya, ils peuvent pas discuter avec les orques. Donc les orques, eux, comme ils ont ce côté aussi expansionniste, et que les orques, particularité ici, c'est que c'est aussi les plus résistants, donc ils peuvent quand même, malgré tout, aller dans le noyau galactique, et c'est pour ça qu'ils ont eu beaucoup d'interactions entre les orques et les Konya. Donc ce sont les batailles les plus classiques qui ont pu se dérouler dans Warhammer 40 000. Là, le principe, c'est que maintenant qu'ils se répandent, eh bien, ils vont chercher des partenariats commerciaux. Donc il y a des partenariats commerciaux qui sont bien établis avec les Tau, avec les Eldari, pas avec Komorak évidemment, mais voilà, il y a quand même ces échanges commerciaux qui existent. La particularité des ligues Votann, c'est que elles vont toujours être en progression, elles veulent grandir, gagner des ressources. Si cette ressource est contrôlée par un autre peuple, eh bien simplement, elles vont essayer de trouver un accord commercial. Pourquoi? Parce qu'un accord commercial, ça coûte pas cher. Et si ça ne marche pas, eh bien simplement, ils vont faire la guerre. La guerre, ça coûte un peu plus cher, mais au final, on va quand même réussir à avoir ce qu'on veut. Et là, on retrouve un petit peu l'idéologie Tau de convertir
conversion, sauf qu'il n'y a pas du tout de notion de conversion. Eux s'en fichent que le peuple en fait intègre, au contraire même, ils veulent surtout pas que ça se produise, contrairement aux taux, où les taux en fait veulent le bien suprême, veulent que tout le monde soit assujetti en fait au pouvoir des éthérés. Là, chez les Votannes, on veut juste prendre des territoires. T'as le droit de vivre dessus tant que tu manges tes pommes et que tu vas pas aller fourrer ton doigt dans nos mines, un truc comme ça. Alors dans cette page-là, vous avez l'œil des ancêtres. L'œil des ancêtres, c'est une des règles. Donc la règle, bon, je vais pas détailler trop les règles, mais c'est une règle qui est présente dans l'armée, qui est la règle de l'armée. Eh bien, ça correspond à quoi? Ça correspond à un esprit d'analyse, une faculté à analyser en fait tout ce qui va se passer. Donc c'est détenu évidemment par les chefs, ceux qui sont les plus compétents. Et le principe, c'est qu'ils vont analyser toutes les informations et se dire, ok, ça c'est une cible prioritaire, il faut la traiter en priorité grâce à toutes les connaissances que j'ai pu accumuler et toutes les connaissances qu'ont pu accumuler en fait les ancêtres qui m'aident justement à me battre en ce moment. Donc c'est voilà, l'œil des ancêtres. Et puis dernière chose, là il y a un petit temps que j'y suis, il y a la phrase les ancêtres nous regardent. Donc ça c'est assez important, c'est que étant donné qu'ils sont tous plus ou moins frères génétiques, leurs ancêtres c'est très important parce que leurs ancêtres c'est plus ou moins eux-mêmes. Il y a cette notion là qui est assez intelligente, c'est que on peut se dire oui je suis issu de quelqu'un d'autre qui était moi-même et on n'a pas envie de décevoir les ancêtres parce qu'on n'a pas envie quelque part de se décevoir soi-même. Si vous-même vous existez et que vous savez que vous êtes juste une copie de quelqu'un d'autre qui a fait ces faits exceptionnels, eh bien vous devez absolument faire au moins aussi bien. Et ça c'est intelligent parce qu'il y a ce côté où il y a le respect des ancêtres parce que les ancêtres sont eux-mêmes et eux détiennent la connaissance. Donc il y a vraiment ces deux choses. Et donc les ancêtres nous regardent, c'est une phrase qui va être aussi bien donnée comme une menace pour dire il faut que tu donnes le meilleur de toi-même, comme une sorte de récompense en disant les ancêtres te regardent, tu as acquis leur considération, etc. Donc voilà, il y a des phrases comme ça. Donc ça c'est une particularité aussi du codex, on trouve plein de petites phrases comme ça qui veulent dire plusieurs choses et on vous dit que, eh bien justement, comme ils sont avares de communication, voilà, ils ont une petite phrase simple, comme ça veut dire plein de choses pour eux. Et puis si les autres y comprennent pas, eh bien c'est tant mieux. Oui, vous êtes content, on change de page, ça fait plaisir. Donc cognation, je suis déjà un petit peu rentré dans le détail parce que je pensais que c'était la bonne façon de vous présenter les choses. Donc simplement, une cognation, l'important c'est qu'il y a 4 piliers autour de ces cognations. Première chose, il y a ce qu'on appelle l'âtre. L'âtre, c'est le cœur énergétique. Alors faut imaginer, je ne sais pas, une sorte de, peut-être une sphère de Dyson justement qui va fournir l'énergie. Je pense que c'est même beaucoup plus puissant que ça, mais c'est la pierre de foyer. Vous voyez, c'est ce qu'on peut imaginer. C'est parce qu'il y a vraiment, c'est assez particulier, mais il y a vraiment cette nécessité de Games Workshop et des auteurs de rester dans l'imagerie collective, j'allais dire tolkienesque, des nains. Donc on va retrouver le côté la forge, on va retrouver le côté bon vivant, résistant, rancunier, et puis la pierre de foyer, voilà ce genre de choses. Donc l'âtre, c'est l'énergie qui est au sein du Cogna. Donc après, si on y réfléchit un petit peu plus, si ce sont des planètes séparées, c'est quelque part je trouve que ça perd un petit peu de sens. Bon après voilà, c'est moi qui casse un petit peu les choses, mais si on est au sein d'une planète, on peut imaginer un super générateur qui va fournir toute l'énergie à toute la planète, très bien. Si maintenant on est sur des vaisseaux spatiaux entre eux, comment on peut transférer l'énergie? Est-ce que c'est si important? Est-ce qu'au final il n'y a pas plusieurs âtres au sein d'un même Cogna, au sein d'une même tenance? Là a priori c'est un âtre. Voilà. Bon. Ensuite il y a le creuset. Le creuset, je vous en ai déjà parlé. Le creuset, c'est ce qui va créer la banque génétique et c'est ce qui va créer les Cogna. Alors, comment ils sont créés? À l'initiative en fait des Votannes, c'est-à-dire que il y a une ligue de Cogna. On va revenir sur les ligues juste après. Je ne vais pas encore parler, mais on va dire que c'est une sorte, c'est ce qui s'apparente le plus peut-être à un métier, enfin une ligue, une guilde, pardon, guilde. Mais ligue, guilde, ça se représente, ça se confond. Donc il y a les guildes qui vont être là pour aider justement, enfin on va dire les médecins, ceux qui sont là pour, enfin les créateurs génétiques. Je me mélange un peu, mais voilà. Et c'est une interaction entre eux et les Votannes et les guildes. Donc c'est pas très clair, je pense que c'est plus vraiment l'initiative des Votannes. Je sais pas quel est le rôle des guildes, parce que les guildes peuvent quand même guider un petit peu les choix. Donc peut-être qu'à un moment donné, on peut imaginer qu'il y a eu une guerre, ou il y a eu un problème, ou il y a une nouvelle ressource, on a besoin de tel génotype, ça s'appelle des génotrames. Les génotrames, c'est-à-dire c'est le codage génétique qui est intéressant, c'est-à-dire l'expression du génome. Ce que nous on appellerait génotype, là ça s'appelle la génotrame.
Donc on va dire que la guilde se dit j'ai besoin de tel génotrame et que c'est le Votann qui va aller piocher peut-être le meilleur choix ou proposer des choix, etc. Il y a des particularités, c'est que parfois le Votann va générer de lui-même, et c'est pour ça que je me dis qu'il y a vraiment une interaction et que c'est pas le Votann qui génère plein de cognas et qu'à un moment donné les guildes font que les récupérer puis juste interpréter et dire ok lui ça va être un mineur, ok lui ça va être un médecin, ok lui ça va être un scientifique, etc. Mais qu'il y ait vraiment cette interaction, et de temps en temps pour certains cas très précis il y a une génération automatique. Donc c'est-à-dire le Votann va décider de créer un individu. On aura l'exemple un peu plus tard. Ensuite, on a la forge. Eh oui, parce que c'est des nains. Donc on a la forge. La forge, c'est soit une usine à l'échelle d'une planète, soit une station spatiale. Vous imaginez juste un endroit, une forge. Ça c'est assez facile à s'imaginer. Un endroit qui peut être différent, enfin qui va être différent d'une cognation à une autre et qui va créer tout le matériel. Voilà, donc une sorte de super usine. Donc on a l'âtre. Voilà, l'énergie, la super usine, le creuset qui va les créer, et le dernier pilier, les 4 piliers, c'est l'oratoire. L'oratoire, c'est un endroit où on va pouvoir faire l'interaction entre les Votann et les cognas. Et c'est là que j'interviens avec le mot Grimnir. Je pensais que Grimnir c'était un personnage, mais en fait non, c'est pas un personnage, c'est un métier ou un trait en fait. Donc on a les Grimnir, et les Grimnir sont ceux qui ont la capacité de communiquer avec les Votann. C'est-à-dire que vous pouvez pas aller sur internet avec votre montre tac et puis dire hey Votann donne-moi l'heure. Ok Votann allume la lumière. Ça se passe pas comme ça. En fait, les Votann ne peuvent donner des informations et il y a une communication que par l'intermédiaire des Grimnir. Et ce sont les Grimnir qui vont interroger les Votann. Donc voilà. Donc, et l'endroit dans lequel ça va se faire, c'est l'oratoire. Il y a une image, je vous montre l'image si je peux la retrouver. C'est dans cet endroit-là où on voit justement tous les Grimnir qui sont en communion. Donc voilà, directement connectés aux Votann. Alors je rebondis sur les guildes. Donc les guildes, ce sont des groupements qui partagent, on va dire, un métier. Faut vraiment imaginer ça, une guilde, la guilde des voleurs, la guilde des assassins, etc. C'est exactement ça. C'est le même, enfin c'est le même mot, donc c'est la même utilisation. Vous avez la guilde des mineurs, etc. Donc il peut y avoir plusieurs guildes qui peuvent s'affronter. Donc ça c'est le seul moment où il peut y avoir en fait des conflits internes. J'en ai pas parlé jusque là, mais c'est quand même un élément important, donc je vais refaire la parenthèse. Il y a une notion très importante, c'est que l'individu n'existe pas. Il n'y a pas d'individualisme dans les ligues de Votann. Quoi qu'il arrive, le but de chaque individu, c'est de faire en sorte que la race dans son ensemble gagne quelque chose, progresse. Donc, il n'y a pas de lutte de pouvoir, parce que le pouvoir n'est pas quelque chose qu'on va vouloir obtenir, c'est plutôt quelque chose qu'on va obtenir de par ses traits génétiques et qu'on va assumer, donc en essayant de faire vraiment mieux que ses ancêtres, parce que les ancêtres vous regardent. Donc il n'y a pas cette lutte politique. Voilà, les cognas ont peut-être la tête dure, mais l'honnêteté et le désir de servir au mieux les intérêts de la cognation guident toujours leurs actions. Et ça c'est important. Après, de temps en temps, il peut y avoir quand même des luttes interne, donc une sorte de guerre civile, c'est pas forcément le mot, mais ce qui peut arriver, c'est que justement, il y a deux guildes qui veuillent la même chose, et bien c'est la plus compétente qui va s'en sortir. On peut dire qu'il y a une sorte de sélection naturelle, mais maintenant, il va pas y avoir de traîtrise, de sabotage. Et ce qui est important aussi, c'est que une fois qu'une guilde ou qu'une cognation a pris une tenance, eh bien plus personne ne va la discuter. Si l'Imperium a une raffinerie, par exemple avec du prométhéum, eh bien c'est juste une ressource, donc on peut aller la prendre, peu importe, parce que les autres races n'existent pas dans ce schéma-là, donc peu importe à qui ça appartient, c'est juste des ressources, on va les acquérir, soit par la négociation, soit par la force. Par contre, si c'est une autre guilde et que ça a déjà été revendiqué par des cognas, eh bien on le laisse, pas de souci, puisque c'est pour nous, donc ça nous appartient, c'est collectif, voilà, c'est vraiment une sorte de communauté énorme où toutes les ressources sont partagées, donc on va pas aller perdre des ressources à aller taper quelqu'un d'autre parce qu'au final, c'est le même business. Après, l'avantage de tout ça aussi, c'est qu'il y a une compétition entre les ligues et que cette compétition fait que, eh bien, encore une fois, ça s'annonce et ça va toujours vers le haut, c'est tiré vers le haut. La compétition, elle vous amène à vous dépasser. Et si tout le monde était d'accord et qu'il n'y avait pas d'évolution, bah voilà, ça ne ferait que régresser parce que forcément les choses régressent. Alors que là, eh bien, une ligue va imaginer quelque chose. Si c'est bon, ça va être répandu à travers toutes les autres ligues et ça va être des nouveaux acquis comme ça. Par exemple, chez les mécaniciens, j'ai oublié le nom mais je le ressortirai tout à l'heure. Ce
qui est très important, c'est de réinventer quelque chose. Si on peut améliorer un concept, c'est ce qui prouve qu'on n'est pas inutile et qu'on a rempli en fait le rôle de sa vie, améliorer les choses pour le transmettre. Pas pour justement avoir la gloire, il n'y a pas de notion de gloire, mais vraiment pour le transmettre. Alors, origine et adaptation, j'en ai déjà parlé plus ou moins. Donc vous avez l'histoire des pourquoi s'appelle Wotan. Je vais vous le lire, je pense que ce sera plus simple. Donc, les îles de Wotan sont nommées ainsi en hommage à Wotan, que l'on surnomme également l'ancêtre primordial, le doré ou le roche-esprit. Selon certains mythes, il ne s'agit pas d'une seule personne, mais de plusieurs, souvent dépeintes comme un groupe de silhouettes d'or étincelantes ou une roue de pierre sur laquelle est gravé des visages. Selon d'autres mythes, Wotan créa les premiers creusets, puis envoya les Quenya à la découverte de l'espace avant que les océans de feu et de chair ne les engloutissent. Voilà. Donc je vous l'ai dit, les Quenya ne savent pas exactement ce qui est vrai, peu importe, les mythes sont les mythes, ça ne va pas être extrêmement déterminant. Et ce qui est vraiment capital, c'est que c'est une race qui est vraiment tournée vers l'expansion et qui ne va pas justement s'encombrer de mysticisme, donc pas de religion, pas de culte des ancêtres, même si on pourrait imaginer que les ancêtres nous regardent, c'est une sorte de culte des ancêtres. Ce n'est pas vraiment ça, c'est plutôt un devoir d'honneur et de ne pas gâcher. Il y a cette notion aussi de ne pas gaspiller, c'est extrêmement important. D'ailleurs, le gaspillage est puni de la peine de mort, tout simplement. Donc, si vous gaspillez, vous n'êtes pas un bon Quenya, mais bon, on peut imaginer que voilà, c'est dans leur gène. Et le gaspillage de temps à des recherches futiles sur leurs origines n'a pas de sens pour eux. C'est ce qu'on appelle le pragmatisme fondamental. Donc ensuite, les mythes se muent en histoire à partir du moment où leur flotte au long cours approchait du noyau galactique. C'est-à-dire que à un moment donné, on est en mode mythe, puis à un moment donné, on est en mode histoire. C'est-à-dire qu'on a des vraies informations qui ont été transmises par les Wotan. Alors, il est dit que sans doute les informations primordiales sont contenues dans les banques de données des Wotan. Le problème, c'est que c'est tellement noyé sous des correctifs, des patchs et que sais-je que, eh bien, on a vraiment du mal à retrouver une information et que même les Grimnir qui sont en communion avec les Wotan, eh bien, eux-mêmes ont du mal à trouver les bonnes questions pour avoir les réponses. Des fois même, ça met des centaines d'années d'avoir une réponse. Donc quand vous avez votre petite roue qui tourne sous Windows et vous trouvez ça long, imaginez quand vous êtes un Grimnir. Donc le principe, on va laisser tomber les choses qu'on ne peut pas expliquer. Par contre, ce dont on est sûr, on va appeler ça les vérités fondamentales. Les vérités fondamentales, c'est par exemple, on est issu de la Terre. Voilà, on a un ancêtre commun, on est parti dans le noyau galactique et on est adapté pour se battre et survivre dans cet environnement-là. Et chose intéressante, c'est que on dit qu'il y a tellement de vaisseaux qui ont été envoyés, parce que là au début on vous dit que ça a été envoyé dans l'espace, mais principalement dans le noyau galactique, donc c'était à dessein, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un but dans le fait de se regrouper dans le noyau galactique. Alors, c'est là qu'on va intervenir avec les interactions avec le warp, le chaos. Donc premièrement, ils sont très résistants physiquement et mentalement. Ça veut dire qu'il y a peu de chances qu'ils soient assujettis en fait à des promesses de gloire, des promesses de pouvoir, des promesses de plaisir éternel. Donc de fait, ils sont moins sensibles aux attraits du chaos. Donc il y a très peu de nains du chaos. La porte n'est pas fermée. C'est-à-dire que il n'y en a pas, ce n'est pas possible. C'est plutôt, c'est extrêmement rare et ils sont très peu sujets à se faire manipuler par le chaos. Mais on peut imaginer qu'un jour, dans 15-20 ans, on aura les Quenya du chaos, les Wotan du chaos. Ça, ce serait rigolo. Mais voilà, c'est quelque chose qui ne va pas arriver de par justement leur physiologie, parce que ils sont plus ou moins immunisés au warp. Donc, c'est-à-dire qu'il y a pas de mutation chez eux, contrairement aux humains, où justement on retrouve ce côté-là où les humains qui se développent de façon classique avec la reproduction, eh bien, il y a des traits qui vont être exprimés, il y aura des mutations dans la réplication. Là, le fait est qu'on part toujours de la même base, une base saine, une base qui est établie et qui est stable, donc du coup il n'y a pas de mutation dans leur espèce, donc si ce n'est des mutations choisies pour favoriser, c'est-à-dire des veines plus grosses pour qu'il y ait plus de sang qui circule, des biceps plus gros, des trucs comme ça, des poils plus durs, je ne sais quoi. Mais il y a vraiment aucune chance, il n'y a jamais eu de mutation dans leur race. Donc voilà, ça c'est une chose qui va préserver évidemment des tentations du chaos. Deuxièmement, encore une fois, leur esprit a une résonance très faible dans le warp. Donc là vous vous dites, eh bien, ont-ils des pouvoirs psychiques ? Comment voyage-t-il? Ça tombe bien, c'est la suite. D'ailleurs, page de publicité. Et toutes ces réponses après la pub, restez avec nous, mesdames et messieurs. Alors, on parle d'Immaterium, on parle de contrôler le warp. Donc, est-ce qu'on a des psycheurs? La réponse est pas trop,
mais c'est pareil. C'est-à-dire que vous avez en fait des Kona qui sont capables de manipuler l'Immaterium, mais grâce à la technologie. Donc ils sont capables d'utiliser ce qu'on appelle les psychotrames, et c'est les barrières, les technobarrières, voilà. Ces technobarrières, donc en fait, c'est l'utilisation scientifique. Donc voilà, c'est comme ça que c'est expliqué, l'utilisation scientifique du warp. Donc voilà, ce n'est pas genre j'ai des pouvoirs, je peux l'utiliser, on ne sait pas trop comment c'est fait. C'est vraiment, on sait que le warp existe, on sait qu'il y a l'Immaterium, et bien on va utiliser cette énergie, tout comme on utiliserait l'électricité ou une force motrice ou ce genre de choses. Alors l'avantage c'est que du coup vous avez accès au pouvoir psychique, donc mais utilisé d'une autre façon. Donc techniquement, on peut faire des blessures mortelles avec des smites, mais c'est pas psychique, c'est plutôt plus ou moins technologiquement, parce que c'est ce que je disais à une époque pour les taux. J'avais envie que les taux aient justement une phase psychique, mais qui soit pas basée sur vraiment l'utilisation du warp, mais sur la technologie. Et là en fait, bah voilà, c'est arrivé avec les Votann, c'est comme ça que eux l'utilisent. Alors vous pouvez poser la question aussi de est-ce qu'ils voyagent à travers le warp? La réponse est oui, mais différemment des taux et différemment de l'humanité. Alors l'humanité, elle, en fait, va faire des grands sauts très avec beaucoup de dangers. En fait, il y a beaucoup de vaisseaux qui se perdent dans l'Immaterium. Eux, les Votann, c'est beaucoup plus contrôlé. C'est-à-dire qu'ils vont faire des petits plongeons, des petits sauts de puce à travers le warp, moins rapide, mais plus sûr. C'est-à-dire qu'il y a quasiment aucune chance que ça se passe mal. Donc c'est incroyablement faible le taux de perte. Donc on est vraiment dans des choses différentes. Et après, eux, comme ils sont vraiment pas sur le gâchis, on n'est pas du tout, vous voyez, sur les mêmes, mais c'est vraiment amusant d'avoir ces deux distinctions. On a l'impérium de l'humanité, on n'en a rien à faire. La ressource humaine est tellement négligeable, la ressource matérielle est tellement négligeable. Ce qu'on veut, c'est la volonté de l'empereur. Donc s'il faut 10 000 vaisseaux pour qu'il y en ait 2000 qui arrivent, on va envoyer 10 000 vaisseaux. Alors que les Kona, eux, on veut vraiment acquérir des ressources et on va sûrement pas gaspiller 8000 vaisseaux pour qu'il n'y en ait que 2000 qui arrivent. Donc on va certes aller moins loin, certes voyager moins vite, mais avec un taux de réussite quasiment de 100%. On le compare aussi au module sillage des taux qui eux en fait font des sortes de petits sprints à travers le warp. C'est-à-dire que on peut imaginer vraiment, bon, l'Imperium, on le plonge n'importe où, on essaie avec les pouvoirs de regarder un petit peu où ça va, et puis si ça sort, on s'en est bien sorti. On a les orques qui plongent dès qu'ils peuvent dans quelque chose, et puis baston, et puis on s'en fiche du résultat. Et puis on a les taux qui eux plongent très vite en allant très loin et en croisant les doigts pour que ça se passe plus ou moins bien. Et étant donné que c'était très rapide, il y a peu de chances qu'il se passe quelque chose, mais voilà. Et on a vraiment les Kona, eux, c'est la sécurité, c'est ce qu'il y a de plus contrôlé, c'est qu'on sait exactement comment ça se passe. On vous dit même qu'ils peuvent utiliser l'énergie du Immaterium, hein, c'est ce que j'ai dit. Donc à travers le warp, ils font des petits plongeons contrôlés, ils ont des barrières, des changellers, si vous voulez, mais qui sont extrêmement beaucoup plus efficaces que ceux de l'Imperium, et que voilà, comme ça, pas de souci. Ils sont aussi aidés, vous dites, oui, mais s'ils n'ont pas de psycheurs, comment ils peuvent se guider dans le warp? Eh bien, il y a des balises. En fait, les Votann sont des balises warp. Donc, ce qui m'intéresse, moi, c'est de savoir, est-ce que ces balises warp peuvent être détectées par d'autres races? Peut-être. Après, on imagine vraiment, voilà, dans l'Immaterium, ça peut être compliqué, mais je me demande, est-ce qu'il y a possibilité qu'un psycheur puisse réagir à un Votann et voir ça comme peut-être une balise, être intéressé. En tout cas, eux utilisent ces technologies. Donc les Votann sont des balises à travers le warp, ça les aide à naviguer. Et puis, ils n'ont pas de navigateur, mais ils ont des intelligences artificielles qui sont développées expressément pour faire ça. Voilà, donc des Kona de fer qui sont là pour naviguer et trouver les routes stables, tout simplement. Telles que si vous étiez sur un étang, bah voilà, si évidemment il y a un tourbillon, on va passer à côté. Même si on a des gros boucliers, bon, on fait pas non plus n'importe quoi, on est en sécurité. Alors maintenant qu'on avance dans la découverte de ce codex et de l'historique des Votann, de la Ligue des Votann, des squats, des kin, des Kona, je vous ai déjà dit quand même, vous avez vraiment une bonne connaissance. Donc après, là maintenant, ça va être un peu plus synthétique, on va aller un peu plus vite. Donc les Votann, on vous reparle exactement de ce que c'est. Donc c'est, vous voyez, ça c'est l'image que je voulais vous présenter tout à l'heure, que j'ai sans doute fait au montage. Merci la magie du montage. Donc vous voyez, on a les Grimnir en fait, qui sont ici enchâssés, qui peuvent communiquer, voilà, avec directement les Votann. Donc les Votann, comme on vous l'a dit, c'est une intelligence, c'est un mix d'intelligence artificielle, de technologie, où on ne sait pas trop, mais il n'y a pas de notion de, a priori, ils ne peuvent pas créer de nouveaux Votann. Malgré tout, il y a des nouveaux Votann qui se créent. Alors comment ça fonctionne? Le principe, c'est que vous avez un Votann, donc l'intelligence artificielle primordiale, hein, la grosse, très puissante, magique, powerful, elle va communiquer avec les Grimnir,
et dans ce qu'on appelle, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai oublié le nom, les oratoires. Donc les oratoires, vous voyez, un des 4 piliers des ligues Votan. Donc dans cet oratoire, qui est le lieu où on peut communiquer, donc l'accès à Internet, hein, on peut résumer ça comme ça, eh bien dans cet accès à Internet, c'est là où on va pouvoir communiquer. Et cet accès à Internet, cet oratoire, on va faire simple, cet oratoire, il y en a dans tous les vaisseaux. Par exemple, dans chaque vaisseau, vous avez un oratoire. Dans chaque lieu assez important, vous avez un oratoire. Et ce qui peut arriver, c'est que les oratoires, qui sont des nœuds de données, tout simplement, eh bien émerge une conscience d'un de ces oratoires. Et donc, on va donner le nom de Votan, et il va y avoir un nouveau Votan qui va être créé avec une personnalité. Donc ça, c'est un processus que les Kona ne comprennent pas, ou très mal, donc du coup, voilà, on n'a aucune explication. Mais voilà, vous imaginez vraiment que les Votan, qui sont des choses spécifiques, c'est pas comme Skynet, par exemple, où on peut imaginer que Skynet est présent dans tout le réseau. Là, il y a vraiment un endroit physique où sont les Votan, donc vraiment la base de données physique, et que, eh bien, à force d'interaction, les nœuds de données, des fois, ces nœuds de données vont développer leur propre personnalité et vont devenir un Votan à part entière. C'est souvent ce qui va créer une nouvelle ligue, parce que, par exemple, voilà, on a ces conations qui sont avec leurs différents oratoires. Il y en a un qui va se créer, et puis on va dire, bah tiens, on va peut-être délaisser un peu ce Votan-là qui est très vieillissant et qui commence à être sénile, hein, il y a vraiment ce côté-là, hein. Et puis là, il y en a un nouveau qui vient d'apparaître. Alors, souvent, il a un caractère assez... Enfin, j'extrapole parce qu'on n'a pas beaucoup d'informations, mais ce que ça sous-entend, c'est que souvent il a un caractère bien marqué. Là, par exemple, l'exemple qu'il nous a donné, il n'y en a qu'un seul, c'est dans une... Alors, j'ai plus le nom, mais c'est pas très grave. Bien, le Votan est un peu en dégénérescence, on a vraiment du mal à avoir des informations, donc du coup, la ligue décline globalement. Là, il y a un nouveau nœud de données, un oratoire qui se transforme en Votan et qui a un appétit un peu belliqueux. Il veut de l'information, il veut de la connaissance, il veut qu'on aille chercher des ressources pour le renforcer, pour le protéger. Et du coup, eh bien, ce côté un peu plus expansionniste va séduire en fait des conations, et les conations vont se rassembler dans une nouvelle ligue. Voilà, quitter la ligue primaire qui est sur le déclin, et puis passer sur une nouvelle ligue. Alors, je ne sais pas si ça arrive souvent ou pas. On n'a pas cette notion-là. On sait simplement que ça peut arriver. À mon avis, ça arrive pas forcément très souvent. Voilà, ce qui peut arriver aussi, c'est que les Votan déclinent tellement que la ligue, eh bien, soit plus ou moins dissoute. Voilà. Donc après, ce cycle-là, est-ce qu'il se répète souvent ou pas? Difficile à dire. Donc bien sûr, ce qui peut arriver aussi, c'est qu'on perde un Votan, eh bien, par la guerre. Donc c'est arrivé, les orques ont détruit plusieurs Votan, pas sciemment, hein, mais parce que bah voilà, ils viennent à un endroit, ils arrivent, wag, et puis ils cassent tout. Bah voilà, ils ont cassé une banque de données, ils ont cassé une poubelle. Pour eux, ça fait aucune différence. Pour la Ligue des Votan, ça fait un Votan en moins. Donc ce qui est la pire des choses qui peut arriver vraiment, hein, sur les cognards. Donc ce qui peut arriver aussi, c'est qu'il y a l'exemple justement avec les tyrannides. Donc c'est ce dont je vous parlais au début. On avait dit ouais, les squats sont fait absorber par les tyrannides. Et bien là, on a cet exemple-là. Il y a une des ligues qui s'est fait attaquer par la Floche-Rut Léviathan, et ils sont restés pour défendre le Votan quoi qu'il arrive. Et en fait, le pire, c'est que ce qui s'est passé, c'est que bah, les tyrannides, c'est pareil, les Votan, ils s'en fichent. Ils ont absorbé toute la biomasse, et puis ils ont laissé le Votan fonctionner. Et le Votan fonctionne encore, mais il n'y a plus personne pour communiquer avec lui, il n'y a plus personne pour écouter ce qu'il peut avoir à dire, et du coup il se trouve tout seul, et que du coup, bah il a pété un câble, tout simplement. Donc voilà, les autres ligues essayent d'éviter ce Votan-là, et puis essayent de minimiser les interactions justement qu'il peut y avoir avec lui. Mais c'est assez amusant, et de ça, on peut imaginer, alors si vous aimez bien Dragon Ball Z, hein, vous imaginez hein, le petit Dr Gero qui est mort, et puis il y a son ordinateur qui continue à penser et qui se dit tiens, je vais me venger, je vais faire des combattants. Et on peut imaginer que peut-être un jour, d'ici une trentaine d'années, quand ils auront besoin de sortir quelque chose de leur chapeau, on peut imaginer qu'il y ait une intelligence artificielle belliqueuse, hein, moi j'attends ça avec impatience, il va falloir que je m'arme de patience justement, et qui viennent, qui soient issus peut-être de ce Votan là. Ça c'est totalement une possibilité. Alors, comment se termine la vie des Kona? Ça c'est assez important, c'est que le but de tout Kona, c'est d'être recyclé
recycler dans le Votann en fait. Donc que ce soit son corps physique avec ses ressources, parce que il faut pas gâcher les ressources. Donc le corps est une ressource hein, et il faut pas gâcher non plus son esprit et surtout les connaissances qu'on a pu acquérir. Autant on a l'idée des nains mineurs, on va aussi avoir le côté mineur ressources, mais mineur aussi connaissances. Et c'est même presque plus important que les ressources physiques comme les roches, les minerais, l'énergie, etc. Donc les connaissances, c'est hyper important. Et le but des Votann, donc c'est certains qui vont aller des connasses, certains vont aller miner des roches pour les donner aux Votann et d'autres vont l'alimenter de par les connaissances. Et en fait, ils le font simplement en revenant et en fusionnant avec le Votann. Donc c'est comme ça qu'ils disparaissent. Alors, est-ce que les clones ont une durée de vie? Il n'y a pas de notion de durée de vie. C'est-à-dire qu'on va pas nous dire un connard avec d'espérance de vie de, je ne sais pas, une centaine d'années. On peut imaginer que c'est plus qu'un humain, moins qu'un Eldar, sans doute, plus qu'un Tau, moins qu'un Nécron, un Tyrannide, j'en ai aucune idée. Sans doute moins, enfin ça dépend du tyrannide. Donc je ne saurais le dire. Est-ce que il y a un moment donné, il se dégrade peut-être? Cette notion-là n'est pas du tout abordée. Donc après, on peut imaginer qu'à un moment donné, peut-être, il se dégrade forcément. Donc il sent qu'il est temps de retourner dans son foyer, donc voilà, dans sa tenance, et puis il vient partager ses informations. Il y a peut-être une cérémonie c'est dommage parce que ça aurait pu être quelque chose qui aurait été mis plus en avant. Là, on a juste cette notion de il revient pour partager ses informations. Ça va pas beaucoup plus loin, mais voilà, en tout cas, c'est ça qui est hyper important pour eux. Et une des pires des choses qui puissent arriver, c'est que justement, si un Konya est puni, il n'y a pas de prison, parce qu'on va pas perdre de temps et de ressources, mais simplement, le Konya est banni. Et on donne son nom à tout le monde pour qu'il ne puisse plus réinteragir avec les ligues Votann, quoi qu'il arrive. Donc ça, c'est la pire des choses, parce que au final, son existence n'a plus de sens. Voilà, c'est le but des Konya, c'est exister pour rapporter de l'information, un petit peu comme des fourmis ouvrières. Et là, ils n'ont plus de but, donc plus aucun intérêt sur la vie, et c'est la pire des choses qui puissent leur arriver. Alors, zone de guerre, Orgvair. Donc là, ça va être moins intéressant. On est typiquement sur un racontage de baston entre le chaos et puis la Ligue Turienne. Je vais passer parce que ça n'a pas trop d'intérêt pour moi. Donc c'est simplement, voilà, du combat, qu'est-ce qui se passe, le chaos, enfin, les cicatrices Meditum s'ouvrent, donc il y a des failles warp. Ces failles warp déversent évidemment du chaos. Donc on a la purge et puis les World Eaters. C'est incroyable de parler des World Eaters si proches de la sortie du codex, c'est malin, c'est bien joué. Et du coup ils viennent, donc interaction avec les Konya. Les Konya se battent avec eux, ils peuvent lutter. On dit que dans l'espace même ils dominent, hein, donc même s'ils sont... Enfin le seul problème c'est qu'ils ont peut-être un petit peu moins de vaisseaux, mais à vaisseau égaux, si vous aimez bien les vaisseaux, on dit que simplement un vaisseau mineur, tout simplement, est aussi puissant qu'un gros cuirassé d'une autre faction, et donc forcément leurs gros cuirassés à eux qui sont faits pour la guerre, ce sont les vaisseaux les plus imposants. Voilà. Donc j'attends leur sortie de Battlefleet Gothic hein, pour voir ça avec vous, et je sais qu'en commentaire il y a des amoureux de Battlefleet Gothic qui vont aussi trépigner d'impatience. Chercheurs et mineurs, on avance. Là, c'est les Ernkog. Donc les Ernkog, c'est une dénomination pour tous les Konya qui vont partir, les Rangers. Hein, faut imaginer ça comme ça. Donc c'est les Rangers. Alors, ce sont pas des gens qui, ce sont pas des. Alors, tant pis pour l'image. Au pire, je vais vous l'afficher. Ce n'est pas une punition ou ce n'est pas par défaut qu'ils y vont, mais au contraire, ce sont les plus respectés parmi les Konya parce que c'est ceux qui vont s'éloigner de leur foyer, de leur tenance, donc qui vont avoir le moins d'interaction et qui ont aussi le plus de chances d'être tués et de ne pas pouvoir partager leurs connaissances. Donc c'est un gros sacrifice d'être un Ernkog, mais par contre, c'est un rôle extrêmement important parce que c'est ceux qui vont chercher les informations, donc que ce soit des nouvelles zones de minage, des informations sur les autres peuples qui peuvent combattre ou qui vont être amenés à rencontrer. Donc c'est un rôle qui est extrêmement important et qui est très révéré au sein des ligues Votann. Donc vous avez les Ernkog, vous avez les Chtoniens. Les Chtoniens, c'est tous ceux qui sont les mineurs, donc mineurs de ressources. Donc vous avez encore une fois une description, c'est là où je vous disais que peu importe le type de ressources, hein, c'est-à-dire que si vous avez une étoile à miner, on va la miner. Si c'est un dépôt de Prométhéum de l'Imperium, on va le miner aussi, hein, peu importe qu'il y ait des choses qui sont déjà en train de faire quelque chose, c'est juste des ressources, donc on va prendre ces ressources, on va acquérir toutes les ressources. C'est un petit peu, je dirais, c'est un petit peu le pendant des tyrannides. Les tyrannides vont essayer d'acquérir un maximum de ressources biologiques, et
et les prendre, peu importe. Il n'y a pas de notion de politique ou quoi que ce soit. Et les Konya, c'est un peu la même chose, mais sur les ressources. Donc on peut peut-être avoir une alliance, hein, peut-être qu'ils peuvent se mettre d'accord et que ils partent en fait du même endroit, tac tac tac, et puis on se partage les choses. Hein. Ils ont peut-être essayé d'ailleurs, hein, genre je te laisse tout le biologique et moi je prends toutes les ressources minérales et puis voilà, on fait 50-50. Ça peut être assez rigolo. Dans les faits, ça ne marche pas comme ça parce qu'évidemment on ne négocie pas avec l'esprit ruche, mais ça pourrait être rigolo d'imaginer ça comme ça. Mais c'est vraiment cette notion-là. Je pense qu'on est vraiment pas loin de ça, de l'acquisition, un petit peu comme les Taux aussi, hein, qui répondent à l'idéologie du bien suprême et qui veulent toujours prendre plus de territoire, un petit peu comme toutes les factions. Non, peut-être pas les orques. Les orques veulent pas de territoire, ils veulent juste se battre. Donc ça, c'est plutôt sain comme, ouais, tout à fait, comme façon de faire. Donc les Chtoniens, eux, eh bien voilà, ce sont les mineurs, tout simplement, qui vont aller prendre des ressources. Vous voyez, je reprends ici une phrase. Donc, les étoiles pâlissent sous l'effet des siphons stellaires, des phénomènes célestes que l'humanité considère avec une terreur superstitieuse, sont démantelés et traités par des méthodes comme l'excavation atomique ou la resubstantiation éthérique. Vous voyez, c'est là où clairement la technologie c'est bien meilleur chez les Konya. On le verra aussi avec les armes, parce que c'est un peu la même souche, hein, enfin la souche mécanique pour les armes, mais c'est bien meilleur chez les Konya que dans l'Imperium. Et puis voilà, c'est là où à partir du moment où on va traiter les astres. Bon voilà, je pense que c'est un niveau comparable des Nécrons, même si après avoir réfléchi, je pense quand même que les Nécrons sont le petit cran dessus. Alors, vous savez ce que c'est maintenant qu'un Erdkog, vous savez ce que c'est qu'un Knotien, et donc maintenant les Atrokog. Donc les Atrokog sont les miliciens. Donc c'est une milice, c'est-à-dire que chaque membre de l'armée en fait n'est pas forcément une armée de métier, mais on va être voilà, forgeron, imagine, je sais pas quoi, pâtissier hein, aussi parce qu'il faut bien manger, mais on va faire un entraînement militaire et après bon, là on retrouve un petit peu les travers de ce qu'on retrouve dans Warhammer 40 000. On vous dit que n'importe quel milicien est aussi entraîné que les forces d'élite des autres races. Bon, hein, bien sûr, bon, sachant que les autres races, déjà l'Astra Militarum, il est entraîné nuit et jour, H24, et c'est loin d'être l'élite de l'humanité. Donc voilà, là on est vraiment sur de l'extrapolation encore une fois. Ce que j'apprécie un petit peu moins à chaque fois, mais bon, ça vous savez, vous avez déjà entendu dans d'autres choses. Donc techniquement, ce sont les Osts de Konya. Donc c'est là où vous avez une alliance entre le côté militaire et puis le côté aussi, les Erdkog vont pouvoir venir interagir, les Knotiens aussi vont avoir, en fait, de par leur augmentation pour pouvoir faire du minage, eh bien, sont utiles aussi à la guerre. Bon, ça, j'avoue que je suis en désaccord avec cette logique. Je comprends le côté où il faut qu'il y ait différents styles de personnages maintenant dans une civilisation où tout est guidé à la naissance, hein, parce qu'il y a du déterminisme. Hein, vous avez votre génotrame, donc vous savez ce que vous allez faire comme métier. Je vois pas pourquoi on irait prendre ceux qui sont peut-être après pour rajouter un petit peu de force, mais là il y a vraiment cette notion dont on les prend aussi et puis on va faire la guerre. Donc j'avoue que là c'est juste pour le côté, c'est un petit peu varié, mais dans la réalité, moi je vraiment plus ça. Il faudrait vraiment là plus que ça ressemble à Star Wars avec la guerre des clones. Vous avez tous les mêmes personnages, même s'ils sont tous différents, mais ils sont tous faits pour ça. Et on va pas prendre le pâtissier du coin pour dire allez tu vas faire la guerre quand même. Donc je reviens sur la particularité, c'est que s'il n'y a pas de force sacrifiable, donc ce serait atroce de faire une victoire à la Pyrrhus. Donc personne ne va le faire. On va jamais sacrifier des vies tout simplement pour un territoire, sauf si c'est pour défendre le Votann. Voilà. J'ai pas parlé des rancunes, mais ça c'est assez important. C'est le moment, je pense, d'en parler. En fait, vous avez les rancunes, vous connaissez les nains. Eh bien, c'est dans le codex, c'est décrit. Donc, c'est-à-dire que les dirigeants de l'élite Votann sont perçus comme n'étant pas affectés par les émotions. C'est-à-dire que si vous avez deux seigneurs de guerre, un des humains par exemple, un capitaine Space Marine qui va insulter l'honneur d'un Konya, peu importe, ça n'aura pas trop d'importance. Sauf si à un moment donné, ça en a, on ne sait pas pourquoi. En fait, c'est ça qui est assez bizarre, en fait, c'est qu'on vous dit, ils vont vraiment jamais être sujets à ce genre de choix. Les choix ne vont toujours être que des choix raisonnés, pragmatiques. C'est-à-dire qu'on t'insulte parce que tu es un lâche, peu importe, je m'en fiche, j'ai récupéré mes ressources, dis bien ce que tu veux. Par contre, si on insulte tes ancêtres, alors là, attention, il y a rancune. Attention, il y a rancune, ça veut dire que là, on fait revenir tout le monde, et s'il faut envoyer 2000 vaisseaux et qu'il n'y en ait aucun qui survit, mais qu'on t'a tué, là, ça vaut le coup. Et
j'avoue que juste pour garder ce côté rancune, voilà. Alors là, il y a une petite phrase qui l'explique. Ils le disent. Oui, alors les autres races ne comprennent pas vraiment pourquoi ils peuvent être et d'un côté complètement inatteignables par, enfin, je sais pas, par la provocation, et que après, au contraire, ils vont ne plus penser à rien et être prêts à sacrifier tout pour solder leur rancune. Ok, bah, c'est juste parce que Tolkien il a fait Seigneur des Anneaux, hein, tout simplement. Et bon. Je comprends hein, cette idée de on veut faire des nains de l'espace, mais c'est vrai que parfois, vous voyez, c'est le côté un petit peu boiteux où on veut ménager la chèvre et le chou, on veut aller sur quelque chose d'un peu moderne, mais on va quand même garder des attraits du passé. Donc une des forces aussi des armées Votann, c'est qu'elles sont complètement modulables en fait, étant donné que eh bien chacun est capable de se battre, eh bien étant donné qu'ils se connaissent tous parce qu'ils sont tous frères génétiques, habitués à vivre ensemble, ils se connaissent aussi instinctivement parce que si vous vous battez avec vous-même, vous savez un peu comment vous allez interagir, donc il y a une sorte de communion que les autres races ont du mal à comprendre, mais voilà, il y a cette communion qui existe et ça leur permet d'être extrêmement adaptables et c'est l'armée qui a le plus de souplesse dans l'organisation. Bon après je pense quand même que les tyrannides c'est pas mal aussi. Hein. Donc là vous avez une carte de la galaxie, donc on voit un peu le plan galactique, ici au centre le noyau galactique et puis c'est là où se concentre les ligues Votann. Alors j'avoue que cette carte là elle est pas très compréhensible, je m'arrête dessus quand même pour vous citer quelques petits éléments qu'on peut trouver au sein de ce noyau galactique. Donc vous avez des ceintures d'astéroïdes denses, ok, des trous noirs voraces, bon, ok, des nébuleuses polarisées, pourquoi pas, vitrifiées, ah là c'est déjà je comprends moins l'idée, voire conscientes, et les énigmatiques pulsars, et des nébuleuses conscientes, là j'avoue que c'est juste mis là, alors ma théorie c'est juste que voilà l'auteur il en est un petit peu d'emphase, on va dire des choses, waouh c'est magique, c'est voilà chaotique, tout ça, powerful, mais des nébuleuses conscientes, ah, c'est quand même un truc de fou quoi, c'est un truc de fou quoi, il y a des nébuleuses conscientes dans notre galaxie, donc voilà, on passe, parce que je sais vraiment pas quoi en dire, quoi en penser, mais voilà, cette phrase existe, ça a été mis, donc dans l'univers de 40 000, il y a des nébuleuses qui sont conscientes. Est-ce que c'est un rapport avec le chaos? Pas forcément en plus, donc ça veut dire qu'il y a des entités, qu'est-ce qu'on va imaginer? On va imaginer, bah, je vais pas pouvoir me retenir, mais je suis attiré par ça, mais des Cthans dans les étoiles, voilà, donc on peut imaginer qu'il y ait d'autres intelligences qui soient des nébuleuses. Est-ce que c'est une nébuleuse? Mettre une définition de ce que c'est une nébuleuse. Alors là, dans cette partie, donc les territoires, j'en ai déjà parlé, je vais pas revenir beaucoup dessus. Donc ça explique en fait quels sont les territoires que contrôlent les Konya. Donc c'est l'ensemble quasiment du noyau galactique. Mais bon, comme maintenant avec la Secret Manitum, il y a beaucoup de failles, il y a beaucoup de territoires qui ont été détruits ou qui sont inutilisables. Eh bien, ils sont obligés, ben voilà, de faire des transferts de population et de partir sur d'autres choses. Déjà, ça va aussi de rebondir, je parle des populations, il n'y a pas de notion aussi de contrôle de la taille de la population, donc on peut imaginer que c'est quelque chose qui est géré de façon très classique. Bon évidemment ça n'a pas trop sa place dans un codex, hein. Peut-être dans un roman ça sera plus intéressant. D'ailleurs s'il y a un roman qui sort, je pense que je le lirai pour avoir plus d'informations, mais voilà, il n'est pas fait question de contrôle de... Alors c'est un contrôle tellement total qu'il y est, mais est-ce que en temps de guerre du coup on va générer beaucoup plus de combattants ou pas? Est-ce que ce n'est pas à prendre en considération parce qu'il y a des ressources, une gestion comme ça, enfin vous voyez là aussi le Votann, enfin va désigner le Konya comme étant aussi une ressource, même si c'est pas utilisé comme une ressource au sein de l'Imperium, une ressource jetable. Là, je pense qu'il y a quand même cette notion de voilà, je voyais, c'est pas très carré, je ne sais pas trop quoi vous en dire. Je passe la question. Donc je l'ai déjà dit, hein, avec le chamboulement de la galaxie, bah forcément les Konya eux doivent sortir du noyau galactique et les autres factions elles, eh bien, sont obligées d'être poussées dans d'autres territoires et vont prendre des risques et aller dans le noyau galactique, ce qui fait que, eh bien, maintenant vous allez pouvoir avoir toutes ces factions qui se mélangent très souvent. Alors là on a un petit passage romancé, voilà, donc tout simplement l'intérêt de ce passage romancé, c'est bien pour vous préciser que les ancêtres nous regardent, par exemple, c'est une phrase qui est utilisée plusieurs fois, vous voyez, hein, vous l'avez là, hein, vous l'avez là, et à chaque fois ça veut dire autre chose, voilà. Ils sont très forts en combat, ils sont très entraînés, voilà. Moi ce que j'ai retenu et qui est assez amusant, c'est l'humour, c'est-à-dire que vous avez de l'humour au sein des Konya et au sein des Konya de fer, c'est-à-dire que ça vous présente le fait que les
les intelligences artificielles ne sont pas juste comme des drones tôt dénués d'humour, parce que je pense qu'il n'y a pas d'humour chez les drones tôt, même avec l'intelligence artificielle qui suit Farsight, je ne fais pas trop d'humour. C'est-à-dire que là, on a vraiment de l'humour franc, hein, c'est-à-dire que nous gagnerons le respect, ajoute Votique le vénard en insérant un magazine dans son bolter, surtout si tu arrives à pas tomber dans la boue quand on nous tirera dessus. Hop, ça c'était la phrase, le petit taunt du Votan de fer. Donc après, c'est... Alors... On vous dit que s'ils le font, les Votan de fer, c'est pour améliorer leur interaction. Voilà. Bon, quoi qu'il arrive, il y a de l'humour dans les IA de la Ligue Votan. Bon, on arrive à la fin, hein. Maintenant, on va présenter les différentes ligues. Donc, vous avez la Ligue majeure turienne. Voilà, elle a droit à sa page pleine. Elle a droit à son personnage spécial, qui est le seul du codex. Donc, Ligue majeure turienne, on peut imaginer, enfin, vous imaginez ça comme le plus classique, hein. Donc, c'est une ligue qui est tournée vers le commerce. Si elle peut faire le commerce, elle le privilégiera sur la guerre. Maintenant, elle est très apte à faire la guerre. C'est elle qui a le plus de ressources, le plus de territoire, le plus de Votan, on va imaginer aussi. Donc voilà, le plus de ressources. Donc tout ça, c'est très bien si vous voulez quelque chose de classique. Après, on revient sur Uthar le Destiné, qui est le seul personnage spécifique du codex. Donc, il est destiné pourquoi? Parce que à un moment donné, eh bien, sans qu'on sache pourquoi, il y a eu une génération d'un individu, ça a été Uthar, par un des Votan, de façon automatique. Et en fait, il y a eu une transmission d'informations qui était difficile à déchiffrer, mais qui voulait dire l'individu qui va être généré a un destin hors du commun. Voilà. Et en même temps, dans une des forges, il y a eu une arme qui a été forgée automatiquement, sans que les Conan ne sachent pourquoi ni ne comprennent, et qui est ce qui s'appelle la lame des ancêtres, hein, si je dis pas de bêtises. Et voilà. Donc du coup, elle a été donnée, et on a ce personnage-là qui est destiné à quelque chose. Alors, ce qui est important, c'est que forcément, lui, il va essayer de se dépasser pour être à la hauteur des attentes de toute sa race et de toute la ligue, et étant donné que il est destiné, et c'est vrai qu'on peut le comprendre, c'est un poids qui est immense. C'est que si dès le début de votre vie, on vous dit, écoute, t'es destiné à être le meilleur de nous tous, t'as une belle pression, et lui va avoir à cœur de toujours se dépasser pour bien transcender voilà les choses comme ça. Après, il est et c'est quelque chose qui est traduit dans ses règles spéciales, il est chanceux comme il est destiné, donc les choses vont plutôt bien se passer pour lui quoi qu'il arrive. Donc voilà, il y a eu un codage de la chance. Ensuite, l'alliance transhypérienne, donc c'est celle qui va avoir le plus de Erncog. Les Erncog, c'est ceux qui vont aller chercher des informations. Donc voilà, c'est assez classique. Après, les distinctions, honnêtement, c'est très vite fait, hein. C'est-à-dire que comme on a très peu de pages, c'est juste pour vous dire après, vous avez des règles spéciales. Si vous aimez bien les Hancock, vous allez avoir les transhypériennes. Si vous aimez bien le classique, vous prenez les turiennes. Si vous aimez bien la baston, vous prenez l'hégémonie de Cronus. Ce que j'ai souligné ici, c'est juste que dans l'ordre, il y a être cohérent, c'est-à-dire on va pas prendre de décision inconsidérée, on va pas sacrifier des gens pour rien. Par contre, s'il y a une rancune, ok, alors là on oublie tout et puis on va tout donner. Par contre, si le Votan est en danger, là les rancunes même on oublie parce que la priorité c'est le Votan. Voilà, c'est juste ce qu'il y a là. Donc Cronus, justement c'est ça en fait, c'est qu'à un moment donné, il y a un des Votan de la ligue dans lesquels ils étaient à un moment donné qui a décliné. Un Votan est apparu, donc c'est auto-créé, c'est auto-généré. Et puis c'était un Votan agressif et ça a donné justement comme ça l'hégémonie Cronus. Donc si vous voulez du corps à corps, c'est l'hégémonie Cronus. Si vous voulez de la technologie, eh bien la technologie c'est conglomérat d'Ymir. Donc si très intéressant, je vous lis simplement cette phrase. La Ligue possède assez d'armes à rayonnement, d'exoscaphandres et de véhicules de classe Colossus. C'est tout. Pour équiper ces armes à un niveau que la plupart des connaissances doivent réserver à leur force d'élite. Donc si vous voulez de la technologie, c'est eux, mais ce qui est important, c'est le mot Colossus. Colossus, oui, il est dans le codex. Alors non, il n'est pas dans le codex, mais il est fait mention du Colossus, donc ça veut dire que sans doute un jour on aura un Colossus qui sortira. Par contre, il va falloir attendre quelques années. Alors, législature d'Uranis-Surtre, et si vous avez l'impression de lire plus ou moins URSS, l'URSS, tout ça, c'est les couleurs aussi qui vous guident là-dessus. Comme par hasard, on va avoir des traits qui ressemblent un peu à ce qu'on imagine sur l'URSS, donc froid, obstiné, morale d'acier, voilà.
peu prompt à discuter. Donc voilà, on a toujours ces clichés-là. Après, ce qui est quand même assez intéressant, c'est que on vous dit que cette législature du Rani Surtre, elle a une particularité quand même, c'est qu'elle est extrêmement tenace, d'accord, mais elle va se battre ardemment pour des territoires au-delà de ce que les autres ligues feraient, et que ça sous-entend que peut-être elles ont un secret à protéger et qu'elles protègent un territoire avec un secret qu'elles ne partagent pas avec les autres ligues, et c'est assez étonnant, et c'est la seule pointe dans tout le codex de mystère. Donc je pense que ça va s'étoffer, bien sûr, on peut pas tout révéler, c'est le premier épisode hein, des ligues Votann, donc on peut pas tout mettre d'un coup, il faut en laisser un petit peu, mais là voilà, il y a cette petite piste scénarisée qui va peut-être être utilisée un jour, ou peut-être jamais, hein, comme vous voyez dans les tyrannides, avec les tyrannides sont en train de faire une base, hein, je sais plus où c'est, bon bah voilà, est-ce que ça sera utilisé un jour ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas là c'est pareil, là on vous dit que eh bien, si vous voulez faire partie de cette ligue, d'habitude, il suffit de venir et puis vous faites partie de la ligue. Là, il va y avoir un examen. Ça se fait dans le secret. On n'a plus le droit de révéler et personne ne sort de cette ligue. Donc voilà, c'est assez intéressant à voir ce que ça va pouvoir donner de faire. Voilà. Donc les connards eux-mêmes ne savent pas combien il y a de ligues, donc eux-mêmes ne savent pas quelle est l'étendue de leur propre race. Bon, comme en général toutes les races qui sont dans les étoiles, quasiment peut-être. Ils sont assez nombreux. Après, ce qui est important aussi, c'est que l'humanité, par contre, n'a pas conscience du nombre de Konya qu'il y a. Et en fait, à chaque fois que l'humanité va rencontrer les Konya, elle va souvent penser que c'est une race isolée, qui n'a pas forcément de lien, et elle n'a pas conscience en fait de la myriade de ligues qui existent et de la force militaire que ça représente. Et c'est pour ça que, eh bien, les Konya sont bien contents que l'humanité, que l'Imperium ne s'intéresse pas trop et ne cherche pas trop à fouiller. Maintenant, évidemment, au fur et à mesure du temps, je pense qu'il y aura des regroupements d'informations, mais voilà, c'est pareil pour les Konya de fer, ils sont bien contents que l'humanité ne s'intéresse pas trop à eux. Alors après, sur les armes, j'en ai déjà parlé, mais il faut imaginer que vous avez la même chose que l'Imperium, mais en mieux, qui ne s'est pas dégradé et qui, au contraire, s'améliore. Donc, chose importante, c'est que les connards ont vraiment une aversion pour le culte Mechanicus, parce que le culte Mechanicus, c'est, ils considèrent que c'est dangereux leur utilisation de la technologie, et ils considèrent que si on peut pas les éviter, il faut les détruire. Donc, vous allez vraiment quasiment jamais d'alliance entre le culte Mechanicus et les ligues Votann. Après, donc, qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est que là, vous voyez, éclateur à ion, ça ressemble hein, aux choses, aux canons à ion Tau. Et oui, c'est normal parce que c'est les Konya qui ont donné la technologie à ion au Tau. Voilà, donc ça, c'est pas mal. Après, vous avez un bolter, modèle Otosh, et c'est un bolter qui est bien meilleur que tous les bolters de l'humanité. Alors, la question que je me pose, c'est est-ce que les bolters des Custodes ou toutes ces armes-là sont supérieurs aux bolters des Konya? Je ne sais pas. Par contre, chose qui... voilà, comme à chaque fois, il faut quand même un petit peu de truc. Vous avez quand même des modèles qui surpassent à l'intérieur des ligues Votann. Vous avez des modèles qui sont meilleurs que les autres, qui vont être donnés au chef, bien évidemment. Je trouve ça stupide. Je trouve ça stupide parce qu'ils sont pas limités en technologie, la plupart du temps. Alors... Petite parenthèse, certaines fois, ils trouvent des ressources ésotériques, enfin des ressources en très petite quantité qui permettent de forger une seule arme, donc on va avoir qu'une seule arme. Mais là, pour ces bolters-là, je vois pas en quoi ils pourraient être limités. Vous voyez, c'est pas comme on n'a pas assez de moteurs antigravitiques, donc il y a que les meilleurs des meilleurs qui vont avoir cette technologie-là. Non, là, ils sont en maîtrise complète de leur technologie, hormis les Votann, voilà, donc ils peuvent pas créer de Votann. Mais sinon, sur l'armement, ils peuvent créer ce qu'ils veulent. Donc la seule limite, c'est la matière première, et il y a que sur certaines armures, et encore, qu'il y a une limitation comme ça de ressources. Donc je ne vois pas pourquoi ils n'ont pas tous les mêmes armes. Si, la raison, c'est que votre chef, faut qu'il ait une arme qui tire plus fort, histoire que ce soit votre chef. Donc en termes de jeu, oui. En termes de lore, non. Il faudrait que tous soient équipés des meilleurs armements, parce qu'il n'y a aucune raison que ce ne soit pas le cas. Ils contrôlent la démographie, donc ils doivent contrôler, et c'est fortement logique que la forge agit en même temps que le creuset, et que le creuset dit je fais 10 unités, tu me fais 10 unités. C'est rentable, c'est cohérent, c'est contrôlé. C'est pas il y a eu des milliards de naissances, ah oui mais on peut pas assez produire. Donc ça par contre, c'est romantique parce que votre boss il est plus fort. Voilà, je sais pas si c'est la bonne utilisation du mot, mais voyez, c'est héroïque
Par contre, ce n'est pas cohérent avec l'ensemble du codex. Donc bon, bien sûr, après évidemment, si tous avaient des armes extrêmement lourdes, des fusils à plasma et tacarne, ce serait trop fort à jouer. Oui, mais bon, ce serait cohérent. Donc 3 piliers, la puissance de feu, le corps à corps, parce qu'ils sont très forts aussi en corps à corps. Ils ont tous plus ou moins des armes énergétiques, des armes avec des champs de force, etc. Et les champs de force qui les protègent, qui sont bien plus puissants que tout ce que peut produire l'Imperium. Et voilà, on est arrivé au bout de ce codex. Donc j'ai été bien long, mais c'est que j'ai été bien passionné et je savais que ça allait être vraiment extrêmement intéressant parce que tout est nouveau. Donc on peut déjà se faire plaisir et aller imaginer des choses. Vous savez que moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire à travers la lecture du lore. Là, eh bien, il y a des zones d'ombre forcément parce qu'il n'y a pas eu beaucoup d'écriture. Il y a que ce codex avec ses 34 pages, voilà, de fluff à se mettre sous la dent. Voilà, donc dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que c'est un fluff qui vous paraît cohérent? Est-ce que ça vous a intéressé ou pas? Est-ce que vous trouvez que c'est trop proche des nains? Parce qu'on a vraiment les nains du futur, ça on peut pas se démarquer de ça, surtout quand on est sur l'image du Grimnir, là voilà, on peut pas se démarquer de ça. Est-ce que vous êtes content de ça? Est-ce que vous auriez aimé que ça aille plus loin, que ce soit une race vraiment totalement différente? Moi, mon avis à moi, c'est que oui, on a les nains de l'espace, donc voilà, la case nains de l'espace est complètement remplie. Est-ce que j'aurais préféré une nouvelle faction qui a rien à voir avec rien? Franchement, pas forcément. Autant faire plaisir à ceux qui aiment bien les nains et retrouver ce côté, vous savez, dans Warhammer 40 000, on a vraiment ce côté très proche. On retrouve un peu les mêmes factions. Donc moi, je trouve pas ça dérangeant. Après, les véhicules, le look, tout ça, un look qui se rapproche tellement des Carnans ou d'autres choses, un peu plus SF. Je trouve que ça fait un peu du bien. Voilà. J'attends avec impatience qu'ils nous sortent un vrai tank. Et puis voilà, les règles, tout ça, je ne les ferai pas. Je laisse ça aux spécialistes d'Unchained Arch qui sont bien meilleurs que moi. Merci à vous tous d'avoir vu cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. On est reparti pour des discussions. Peut-être que si ça vous intéresse, on fera un live spécial on se tripote la nouille du cerveau en pensant à ce que pourrait être le fluff des Ligues Votannes. Merci à vous tous d'avoir vu cette vidéo. Allez, à bientôt. Salut à tous.